L'art est un acte de création et la connexion, elle, agit comme un pont. Pour moi, nous sommes tous connectés à tout. Ce qui me semble essentiel, c'est savoir écouter, comprendre et accepter la contradiction. C'est d'identifier avec empathie nos émotions et leurs sources. C'est avoir de la connexion avec d'autres personnes. Avoir cette petite étincelle qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde. Et puis à partir de ce lien, de pouvoir partir à la rencontre de l'univers de l'autre. L'art de connecter, c'est vraiment en fait un lien entre deux personnes, quoi. C'est en communication on dit un émetteur, un récepteur, mais je veux dire moi c'est vraiment en fait cette écoute en fait, cette empathie que tu as envers l'autre personne. Par exemple moi, dans le cas de mon travail, si j'ai pas ce lien direct, ça peut être idéalement en face à face, mais ça peut être maintenant avec les technologies par Zoom. Si j'ai pas la personne en face de moi ou que je la vois pas ou que je comprenne pas ce qu'elle veut, je suis inefficace, je peux pas faire d'offre, je peux pas répondre à sa demande. Donc pour moi, j'ai vraiment besoin de comprendre en fait qui elle est et puis c'est en l'écoutant que j'arrive vraiment à cerner quels sont ses besoins. D'accord. Vraiment. C'est compliqué des fois dans mon métier parce que la personne que j'ai en face de moi, c'est pas la personne qui décide. Oui. Donc ça veut dire que la personne que j'ai en face de moi doit être super en fait en phase avec souvent son directeur, voilà. Et souvent c'est pas le cas. Et maintenant, dans le oser dire non, je rebondis, je dis non quand j'ai pas la personne qui décide en face de moi, parce que c'est pas efficace. L'art de connecter, c'est vraiment cet échange en fait, vraiment face à face entre un émetteur puis un récepteur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de connecter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur mes ondes Hervé Badan, fondateur et directeur de Swiss Gift Selection, pour qui la devise, c'est le plaisir de faire plaisir. Il m'a été recommandé par Valérie Demont, une personne que j'affectionne particulièrement, qui a également été mon invitée sur le podcast, et je n'ai pas été déçue. J'ai vraiment rencontré un entrepreneur comme je les aime, visionnaire, à l'écoute de soi, à fond dans la relation. C'est un peu un fil conducteur entre passion, humanité, durabilité. Et son intervention, c'est pas juste faire des cadeaux, c'est pas juste les vins, les produits du terroir. Il a vraiment créé un système d'harmonie où il interagit avec ses partenaires, ses clients, en toute harmonie, dans le lien. Et à côté de ça, Hervé prend soin de lui, il se fait accompagner, il est toujours à la recherche de faire encore mieux. En tout cas, c'était un réel plaisir pour moi de le rencontrer et j'espère que vous en aurez tout autant à écouter notre échange. Donc, je vous laisse découvrir cette interview. Alors, bonjour Hervé. Bonjour Sandrine. Merci d'être venu jusqu'à moi pour cet épisode de l'art de connecter. Je suis en tout cas ravie de t'accueillir aujourd'hui. Merci à toi de m'accueillir et puis de m'écouter. Mais oui, donc on va commencer tout de suite. Je vais te mettre en difficulté ou pas, mais je vais te demander de te présenter sous la forme d'une métaphore. La fameuse métaphore. Alors, tu m'as posé cette question en amont du podcast. Et puis, pour moi, c'est difficile en fait de trouver en fait quelque chose ou un animal. C'est plutôt en fait un personnage ou un état d'esprit en fait qui moi me parle assez actuellement. Je dirais plutôt que c'est quelqu'un comme un directeur d'hôtel, de boutique hôtel en fait. Wow. Parce que c'est un petit peu ma mentalité, en tout cas dans mon job et dans ma vie en général, c'est vouloir faire plaisir aux gens, offrir un service, se sentir utile. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve assez bien. Boutique hôtel, pourquoi ? Parce que c'est pas une grande chaîne. Moi, j'ai un lien assez direct, assez privilégié en fait avec mes clients, et c'est un peu ce côté-là que j'aime bien. Et puis c'est aussi mon métier de base, l'hôtellerie, donc ça. Oui, et quelque chose, quand tu dis boutique, ça veut aussi dire quelque chose d'élégant, quelque chose qui est un peu cosy. Exactement. Les gens avec qui j'interagis, surtout dans le monde professionnel, c'est des personnes qui veulent quelque chose qui est assez exclusif, qui ne veulent pas forcément ailleurs, que ce soit par les objets ou par le service. Très très personnalisé, ce service personnalisé et qu'on ne trouve pas ailleurs. Et c'est ça qui m'intéresse moi aussi, c'est de comprendre en fait qu'est-ce que veut la personne et pouvoir après y offrir un service ou un produit qui sont vraiment adaptés à ce qu'il a. Oui, et puis tu as mis la notion de plaisir. Donc, hyper important. Ouais. Moi j'ai la chance en fait de... moi j'offre des cadeaux, c'est mon métier. Oui. Donc en fait j'interviens sur quelque chose qui est le plaisir. Les gens viennent vers moi, ils n'ont pas... On a discuté avant le podcast sur différents métiers. Bien sûr. Moi j'interviens dans les entreprises en fait parce qu'il y a
J'offre du plaisir, j'offre des moments en fait privilégiés, j'offre un moment de partage, un cadeau, ça doit refléter en fait l'état d'esprit de l'entreprise, quel message on va véhiculer, et puis c'est un super outil en fait de communication. Donc normalement c'est des cadeaux pour du positif en fait. Oui, oui, oui. Et tu as ce long parcours d'entrepreneur. Quels ont été pour toi les éléments marquants de celui que tu étais avant et celui que tu es devenu aujourd'hui? En fait, je pense que j'ai toujours voulu faire plaisir aux gens. Ça a toujours été pour moi. Mais voilà, les questions que tu m'as posées, ça m'a fait repenser à plein de choses aussi. Je me rappelle, quand j'étais petit, je voulais faire plaisir à mes parents, à mes grands-parents. Quand ils venaient à la maison, mes grands-parents, je leur offrais le café, je faisais comme si j'étais à l'hôtel. Je voulais vraiment faire plaisir, en fait. Oui. Et puis cette notion de plaisir, je crois que maintenant j'en ai 46 ans, ça n'a jamais changé, en fait. Simplement que j'ai mis des mots et j'en ai fait mon métier, en fait, de faire plaisir. C'est clair. L'école hôtelière, pour moi, c'était vraiment, voilà, accueillir des gens dans un hôtel, c'est qu'ils se sentent bien, c'est les coucouner, c'est qu'ils reviennent, qu'ils aient le sourire, en fait. Quand j'étais dans le marketing, c'était la même chose en finalité. C'était leur offrir des produits qui leur facilitent la vie, ou qui leur fassent passer un beau moment. Et puis, en fait, je crois que toute ma carrière, en fait, jusqu'à maintenant, ça a toujours été en fait ça. C'était faire plaisir aux gens et leur donner, voilà, du bonheur. C'est magnifique, et effectivement, donc comment j'arrive à en faire vraiment un métier, et de l'incarner, et de le vivre comme ça, et à quoi ressemble ton quotidien? Mon quotidien, c'est quoi? Donc moi, je suis quelqu'un qui est hyper curieux, j'arrive jamais à rester en place, j'aime faire plaisir et j'aime en fait aller à la rencontre des gens. Ce soit mes fournisseurs, donc moi j'appelle mes partenaires. En fait, moi j'avais besoin de donner du sens en fait, dans ce que je faisais. Donc j'ai créé ma société il y a 13 ans, en 2011. D'accord. Et puis l'objectif de base, c'était soulager ou mettre en fait en relation des producteurs, qui étaient à l'occurrence du vin à l'époque. La société s'appelait Swiss Wine Selection à l'époque. Tout à fait. Et puis c'était aider des artisans vignerons à promouvoir et à vendre leur vin, faire connaître, vendre leur vin via une plateforme de vente en ligne. D'accord. Dans un sens, c'était aider des producteurs à vendre leurs produits, et dans un autre, c'était en fait rendre accessibles ces produits à une clientèle qui aimait le vin. Donc c'était vraiment en fait créer en fait ce lieu d'échange. Et puis au fur et à mesure, Internet s'est développé, les vignerons ont commencé à développer l'Internet, etc. Puis ma raison d'être est un peu moins importante là, parce que chaque vigneron en fait avait développé son propre système de vente. Bien et sûr. moi j'avais moins de raison d'être. D'autant plus que je ne fais pas les choses à moitié, donc j'ai également donné des cours à Changin aux futurs vignerons en marketing pour les aider en fait justement à développer cette partie communication. Et puis, au fur et à mesure, mes clients qui sont devenus plutôt des entreprises, qui ont fait appel à moi pour des coffrets cadeaux dans le cadre de leur entreprise. Ce qu'ils aimaient bien au début, c'était le côté découverte de vin, packaging, qui était très important à l'époque, côté haut de gamme, luxe, personnalisé. Et au fur et à mesure des années, les clients étaient très contents de moi au niveau du service, parce que j'arrive à faire des choses qui leur correspondent. Donc en fait, ils m'ont dit, Hervé, c'est bien sympa le vin, mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre en fait? Donc en fait, j'ai augmenté en fait ma gamme de produits avec des produits du terroir, et encore maintenant récemment avec tout ce qui est artisanat, mais toujours le côté de donner en fait du sens. Donc j'ai pris en fait le parti de promouvoir le savoir-faire suisse local. Oui. Pour éviter d'apporter des choses de l'étranger, etc., l'empreinte carbone, sociale, etc. Et tous les coffrets, tout ce que je propose, c'est confectionné par des ateliers protégés en fait en Suisse. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est aller à la rencontre en fait de mes partenaires, passer 300 partenaires sur toute la Suisse pour vraiment déceler les personnes avec qui j'ai envie de collaborer, pas aider, mais collaborer pour vendre leurs produits, mais également trouver des partenaires pour tout ce qui est le côté atelier protégé, confection, donner du travail à des personnes qui en ont besoin en fait. Oui, ouais, toute une dimension sociale en fait, Complètement. d'être aussi dans cette solidarité et durabilité, donc tu as pu trouver vraiment cet équilibre. En fait, moi, ça fait depuis 13 ans que c'est comme ça, c'est devenu, tout le monde en parle maintenant, mais en fait, je me rends compte que j'aurais pas fait ce métier-là si j'avais pas ça dès le départ. Il fallait que je donne un sens, en fait. Oui. Vendre un produit qui vient de l'autre bout du monde sur un catalogue, ça ne m'intéresse pas, en fait. Ouais. Pendant longtemps, je me suis dit, mais Hervé, t'es pas un bon vendeur. Souvent, je me suis dit, longtemps, longtemps. Et puis, en fait, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, c'est pas que je suis pas un bon vendeur, je suis un excellent vendeur, mais il faut juste que je sois convaincu de ce que je vends. Ouais. Et si c'est quelque chose où je suis pas convaincu, j'arriverai pas à le vendre parce que je me mets à la place du client et je me rends compte que c'est pas ce qu'il veut. Donc, je suis pas fort. Et finalement, je suis très fier de ça parce que je suis très droit et ça m'arrive parfois de dire à des clients, mais non, moi, je peux rien faire pour vous, en fait, parce que j'ai pas ce qu'il vous faut ou on n'a pas les mêmes valeurs. C'est ça.
Et c'est parfois difficile de le dire. Ça nous pousse aussi à devoir se positionner, d'être ferme. Et puis, il y a plein de choses qui viennent à ce moment-là. Le oser dire non, c'est vraiment pas évident. Je dois dire que je m'améliore. C'est toujours pas encore quelque chose que je maîtrise. C'est un long travail. C'est un long travail. Mais c'est vrai que moi qui veux toujours faire plaisir, c'est difficile. Après, je pense que c'est une question aussi où placer le curseur. En parler aussi ensemble, se respecter soi-même. Pourquoi dire oui alors qu'on va mal le vivre ou finalement c'est pas bien pour nous. Donc autant dire non et tout le monde sera content et on peut passer à autre chose et l'énergie qu'on déploie pour faire la chose, on pourrait la mettre ailleurs en fait. Bien sûr, non, c'est une évidence. Mais sur le moment, on n'a pas envie de décevoir, on n'a pas envie de blesser. On a évolué là-dedans. Je dis toujours mon fils qui a 11 ans qui dit quand on dit non, il y en a des qui disent que c'est pas cool. Et c'est vrai, on baigne là-dedans depuis tout petit. On n'a pas été, personnellement, j'ai pas été éduqué à dire non en fait, faire plaisir. Et voilà, comprendre aussi de cette volonté de faire plaisir, ça vient vraiment aussi de l'éducation. Oui, moi, dans une formation que j'ai faite, on parle aussi des messages d'autorité du passé. Sois gentil, sois parfait. Et en même temps, vouloir faire plaisir, je trouve que c'est fondamental. Mais c'est de dire jusqu'où je me sacrifie moi-même dans le plaisir que je veux donner aux autres. Exactement. Puis quand on fait plaisir à l'autre, mais que nous, on n'a pas de plaisir, il y a des équilibres. Puis du coup, c'est plus intéressant en fait. Ça a plus de sens en fait. C'est ça. Ouais, et c'est des équilibres, c'est des équilibres à trouver. C'est ça. Et tu parles justement des liens que tu crées à différents niveaux, avec des artisans, avec tes clients. Comment tu définirais l'art de connecter ? L'art de connecter, c'est vraiment en fait un lien entre deux personnes, quoi. En communication, on dit un émetteur, un récepteur, mais je veux dire, moi, c'est vraiment en fait cette écoute, en fait, cette empathie que tu as envers l'autre personne. Par exemple, moi, dans le cas de mon travail, si j'ai pas ce lien direct, ça peut être idéalement en face à face, mais ça peut être maintenant avec les technologies par Zoom. Oui. Si j'ai pas la personne en face de moi ou que je la vois pas ou que je comprenne pas ce qu'elle veut, je suis inefficace, je peux pas faire d'offre, je peux pas répondre à sa demande. Donc pour moi, j'ai vraiment besoin de comprendre en fait qui elle est et puis c'est en l'écoutant que j'arrive vraiment à cerner quels sont ses besoins. D'accord. Vraiment. C'est compliqué des fois dans mon métier parce que la personne que j'ai en face de moi, c'est pas la personne qui décide. Oui. Donc ça veut dire que la personne que j'ai en face de moi doit être super en fait en phase avec souvent son directeur, voilà. Et souvent c'est pas le cas. Et maintenant, dans le oser dire non, je rebondis, je dis non quand j'ai pas la personne qui décide en face de moi. Oui. Parce que c'est pas efficace. Ouais, c'est une perte de temps aussi. C'est une perte de temps. L'art de connecter, c'est vraiment cet échange en fait, vraiment face à face entre un émetteur puis un récepteur, quoi, tout simplement. Et puis ton art à toi, comment tu connectes ? Alors j'entends dans ce contact direct, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Moi, je pense que c'est l'écoute en fait. C'est vraiment l'écoute en fait de l'autre et puis d'arriver à comprendre en fait, en l'écoutant et en échangeant avec elle, profondément quels sont ses besoins. Donc je pense que c'est beaucoup d'empathie, mais plus que ça, c'est vraiment en fait se mettre à la place de l'autre. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a toujours dit, aussi on parlait d'éducation tout à l'heure, à l'école hôtelière, c'était la même chose, c'était se mettre à la place du client. Et en fait, souvent on me dit, Hervé, pourquoi ça marche, quels sont tes secrets, choses comme ça, mais en fait, c'est se mettre à la place de l'autre, en fait. Oui, ouais, c'est pas toujours simple. Non, c'est pas toujours simple. C'est pour ça que j'ai besoin d'écouter et comprendre qui est la personne. Une fois que j'ai compris ça, c'est facile pour moi. Mais si j'ai pas ça, ça n'a pas de sens en fait. Ouais, c'est un sacré outil d'arriver à se mettre à la place de l'autre pour l'écouter, d'ouvrir cet espace aussi de non-jugement. Et plus la relation est sous tension, plus ça peut devenir compliqué. Alors, comme je disais, moi j'ai de la chance d'offrir des cadeaux, donc j'interviens dans des moments positifs d'une société. Mais souvent, ce qui est très très drôle en fait, c'est que je me rends compte que je perçois beaucoup de choses dans les sociétés. En arrivant, les locaux, l'ambiance, l'humeur. Voilà, tout à l'heure, j'étais chez une cliente que j'adore. Et je suis arrivé et j'ai tout de suite perçu un magnifique bureau avec magnifique vue sur tout le lac et tout, etc. Mais par contre, il n'y avait pas une bonne ambiance. Il y avait une ambiance qui était fatiguée. On voyait j'ai deux personnes en face de moi, fatiguées. Je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans ces bureaux ? Donc moi, je pose des questions, mais comment ça va et tout. Puis en fait, j'arrive des fois... Je ne veux pas dire que je suis psychologue, je n'ai pas du tout ces compétences-là, mais souvent, en fait, j'arrive à déceler les problèmes qu'il y a dans la société
en parlant de cadeaux, en fait. Oui, non, mais c'est très précieux, hein. Et puis, comme tu disais, tu as aussi accompagné des personnes dans leur marketing, donc tu as cette sensibilité aussi nécessaire pour pouvoir aider peut-être des entrepreneurs qui savent pas comment s'en sortir ou qui ont besoin à un moment donné d'avoir quelqu'un qui peut les aider à réajuster leur stratégie, leur manière de voir les choses. Moi, j'adore ça, challenger les personnes, les aider à avoir plus clair, leur poser les bonnes questions. Voilà, moi j'ai la chance aussi d'avoir maintenant comme un petit peu des années de bouteille, l'expérience, etc. Puis je côtoie beaucoup d'artisans qui veulent se lancer, que ce soit dans des produits du terroir, que ce soit dans des boissons, dans des objets artisanaux. Puis souvent, c'est des personnes qui sont pleines de bonnes intentions, mais j'ai pas envie qu'elles s'essoufflent, donc j'ai envie de leur prodiguer des conseils qui leur permettent de gagner du temps ou de ne pas s'essouffler. Et puis d'arriver en fait à vendre leurs produits, à ce qu'ils se développent en fait. Puis souvent, moi, je donne tout. J'ai pas de langue de bois en fait. Moi, je dis les choses. Et puis je pense que c'est apprécié parce que en disant les choses, on arrive justement en fait. Ça peut des fois être dur, mais on fait gagner du temps aux gens. Oui, c'est vrai. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser, un de mes épisodes du podcast, c'est sur la complaisance. Et je trouve que dans l'accompagnement, souvent, il y a beaucoup de complaisance. Par peur de perdre le client, donc on n'ose pas dire vraiment les choses. On travaille sur des problématiques qui sont le sommet de l'iceberg parce qu'on ne veut pas froisser puis aller vraiment dans le fond du problème. Et je trouve qu'effectivement, en tout cas, moi, je vois que c'est très présent. Ça m'arrive d'intervenir après d'autres, peut-être accompagnants de l'entreprise et je me dis, mais là, ça a été trop complaisant. Et puis, c'est pas simple de recadrer parce que souvent, les personnes ne sont peut-être même plus en capacité d'entendre les vrais messages et d'aller chercher les vrais problèmes. Alors moi j'adore parce que j'ai ce côté extérieur en fait. Puis finalement je pointe en fait du doigt pas forcément des problèmes mais des ajustements à faire dans leur société. Par exemple, un client de nouveau de cœur que j'adore qui a fêté un jubilaire cette année voulait organiser un événement pour ses clients, ses collaborateurs, etc. Puis je leur dis mais quel message en fait? Qu'est-ce qui est important pour vous? Vous avez 60 ans cette année. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos clients? Qu'est-ce qui est important? Puis en fait, ils se regardaient, puis je me rendais compte, j'ai besoin un petit peu de creuser, qu'est-ce qui est important. Donc on arrivait sur leurs valeurs, les valeurs de la société. Et puis ils me disent les valeurs, puis je dis mais ok, mais vous voulez communiquer ces valeurs? Non, parce que nous-mêmes, on n'arrive même pas encore à se mettre d'accord pour ça, enfin on n'est pas tout à fait encore convaincus, c'était une direction élargie, enfin compliqué. Et puis du coup, en fait, moi, j'étais un peu le déclencheur. Je me dis, vous ne pensez pas que c'est le bon moment, au bout de 60 ans, vous allez réunir tous vos clients, de pouvoir communiquer ces valeurs. Ah ouais, c'est une bonne idée et tout. Puis après, du coup, mon rôle, déjà, c'était leur faire prendre conscience de ça. Puis après, comment, en fait, on va les communiquer? Alors moi, je les ai un petit peu coachés sur le fait qu'ils devaient faire un discours qui reprenait ces valeurs. Et avec le cadeau qu'on a distribué, en fait, à chaque collaborateur, on a créé des boîtes à biscuits personnalisées. Et chaque biscuit avait, en fait, une valeur qui était inscrite sur chaque biscuit. Donc en fait, l'idée, c'était savourer nos valeurs. Bien sûr, oui, c'est intéressant parce que ça a permis, en fait, de faire ce lien avec, de les reconnecter à quelque chose qu'ils avaient peut-être perdu en cours de route. Et effectivement, c'est super intéressant d'arriver à le traduire dans une boîte de biscuits et que finalement, ton rôle, ça a été aussi de leur permettre de se recentrer là-dessus. Oui, puis en plus, imagine, c'est un cadeau, entre guillemets, qui va être dégusté plus tard. Donc même quelques jours après, quelques semaines après, chaque fois qu'ils vont manger un biscuit, ils se rappelleront de ce moment, de cette valeur, et ça restera ancré en fait dans la tête des gens. Donc moi, je trouve ça génial. Ouais, juste un cadeau, quoi. Non, mais c'est top, c'est top. Tu as fait ta roue de la communication, comme tous mes invités du podcast. Comment elle est? Qu'est-ce que tu as envie de partager sur cette roue? Alors, c'est une roue qui reflète bien ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant. Donc, oser dire non, j'ai toujours de la peine à oser dire non, même si je travaille en fait là-dessus maintenant. J'aime pas vraiment les conflits, moi. J'aime pas les conflits parce que je pense qu'il y a moyen de travailler en amont pour éviter les conflits. Donc, j'aime pas ça. Et puis, quand il y en a, je sais pas vraiment les résoudre. C'est pour ça que j'étais assez négatif sur cette partie-là. Mais au-delà de ça, je trouve qu'elle est quand même assez régulière et je pense que équilibrée, je ne sais pas si on peut dire ça. Oui. Qu'est-ce qu'elle te dit? Effectivement, comme tu dis, oser dire non, c'est compliqué. C'est quoi tes ressources aujourd'hui pour arriver à dire non? Tu disais l'alignement, il faut que tu sois aligné et que vraiment, là, si ça c'est pas aligné, là, tu auras moins de difficultés à dire non. Je pense que le plus important, c'est de s'écouter soi, en fait.
Pendant de longues années, voilà, moi j'ai beaucoup mis en fait les autres en avant, en fait, toujours Oui. vouloir faire plaisir. Et là, je me suis rendu compte en fait que le plus important, c'est que se faire plaisir à moi. Mhm. Et c'est quand moi je suis en fait heureux et que je suis content que finalement tout va rayonner en fait. Et puis je pense s'écouter soi, et on est beaucoup plus efficace en fait quand on est en phase avec ça, quand nous-mêmes on est alignés en fait. Oui, donc tu as aussi toute une forme d'hygiène personnelle Complètement. pour être toujours dans ce rayonnement Oui. qui est nécessaire aussi pour pouvoir avancer dans le relationnel, qui n'est pas toujours simple, et oser dire non quand c'est vraiment le moment où il faut dire non. Oui, c'est plus en fait prendre soin de soi, en fait, avant de prendre soin des autres. Et puis ça passe très basiquement par une bonne alimentation, par du sport, par bien dormir, de l'équilibre en fait. L'équilibre de vie prend du temps pour soi. Oui. Et puis ça aussi, j'ai dû apprendre à prendre du temps pour moi. J'ai tendance toujours aussi à travailler énormément. Voilà, je m'accorde maintenant des demi-journées pour faire des choses que j'ai envie, et puis juste pour moi en fait, pas pour les autres. Ces notions, tu sais, de vide dans l'agenda, ne plus avoir peur de ce vide de l'agenda. Oui, puis ce qui est assez chouette, je trouve, parce que aussi, l'éducation, je ne sais pas comment c'était chez toi, mais moi, on n'osait pas dire si on prenait une demi-journée, c'était presque un peu tabou, quoi, parce qu'on devait travailler du lundi au vendredi, etc. Maintenant, mais moi, j'ai un plaisir énorme quand j'ai mon client au téléphone qui n'a pas pu m'atteindre le lundi matin. On dit, écoute, c'est normal, je t'ai ski. Oui, non, mais c'est vrai. Et comme tu dis, je pense qu'il y a une question générationnelle. J'en parlais récemment où finalement, moi j'ai 46 ans aussi. Et donc, pour nous, le travail, c'est quelque chose qui nous définit. C'est-à-dire que si tu n'as pas de travail, c'est comme si tu avais raté ta vie. Et là, j'en parlais avec une amie à moi qui a décidé de donner sa démission sans filet. Et elle est confrontée au regard des personnes de notre génération encore, et bien évidemment la génération d'au-dessus, qui dit mais comment il faut vite rechercher un travail. Et moi je l'ai vu aussi avec mon mari qui est passé par des périodes de chômage où les personnes de la génération peut-être d'au-dessus, pour eux il fallait prendre même n'importe quel job parce que l'important c'était d'avoir un travail. Et ça vient aussi comme tu dis avec on travaille à 100%, on travaille pas à temps partiel. Une forme de connotation négative, de prendre soin de soi, d'avoir un équilibre personnel, professionnel. Et puis là, il y a les plus jeunes qui viennent avec d'autres codes, d'autres manières de voir les choses. Et puis, on rentre dans parfois ces conflits intergénérationnels aussi clichés, parce que bien évidemment, notre génération évolue. Il y a aussi des jeunes qui se tuent au travail, mais on commence à faire aussi des généralités. Ce que tu dis, ça me fait rire parce que j'ai intervenu dans une classe de CFC ou tout ce qui était économique, et puis sur mon parcours d'entrepreneur. Puis en fait, la prof m'a dit, Hervé, tu dois leur parler de l'entrepreneuriat. Parce que voilà, c'est la génération, ils avaient 15, 18 ans, et puis en fait, elle m'a dit, tu verras, alors il y en a certains, ils rêvent, quoi, ils pensent qu'avec Instagram, ils pourront vendre des t-shirts, et puis ils vont être millionnaires. Voilà, il y en a quelques-uns qui ont réussi, je dis, tout est possible, mais simplement de se dire, on a discuté beaucoup de ça, puis je leur disais, mais c'est quoi votre objectif de vie? Si on prend les grandes multinationales, est-ce que ça vous intéresse de travailler pour eux? En fait, on a parlé de Nestlé, parce que moi j'ai travaillé chez Nestlé, et puis en fait, tous ces jeunes, ça ne les intéresse plus, en fait. Parce qu'ils veulent donner du sens, ils veulent vraiment faire des choses de concret. Et ils se sont éloignés, en fait, par rapport à ces sociétés qui, finalement, leur parlent plus, en fait. Oui, ça c'est vrai. De mon temps, mon premier job chez Nestlé, mon seul et unique job chez Nestlé, la RH m'a dit, écoute Hervé, on parlait du salaire, c'était mon premier job, etc. Puis elle m'a dit, mais écoute Hervé, si tu n'es pas content de ton salaire, il y a 12 personnes qui attendent ton job. Donc c'était une chance, en fait, de travailler chez eux. Oui. Des personnes influentes dans ma famille aussi m'ont dit, mais le jour où je suis parti de Nestlé, c'était, mais pourquoi tu oses partir de cette société? Parce que le non, on vend du rêve, en fait. Bien sûr, oui. Mais c'est super intéressant de voir l'évolution de maintenant, puis les jeunes, justement, et je trouve ça vraiment chouette, quoi, cette prise de conscience. Et ça crée, moi j'étais intervenue dans un environnement de travail, dans une analyse de climat où finalement la responsable, quand des jeunes venaient dire non mais moi je peux pas travailler dans ces conditions-là, c'était en plus en tout cas un domaine qui était vraiment mis sous pression pendant le Covid, et la réponse était faut déjà être content d'avoir un travail. Et on voit que ça, c'était le message ne passait plus. Complètement. Voilà. Complètement. Et il faut se régénérer, il faut être à l'écoute aussi de ces jeunes, comme tu dis, qui sont plus dans une forme peut-être d'élitisme ou de dire avoir un job chez Rolex, c'est un aboutissement en soi.
Et j'entends beaucoup en fait de personnes de nos âges ou plus âgées qui disent ben voilà, mais je comprends pas ces jeunes qui veulent travailler à 80%. Déjà, il faut qu'ils aient voilà. Et en fait, je leur dis mais est-ce que nous on a la science infuse? Non, en fait, laissez-leur faire leur expérience. Bien Et c'est pas forcément juste, c'est pas forcément faux, mais on doit chacun en fait faire son chemin en fait. Oui, non, mais c'est clair, ça c'est sûr. Par rapport à ton parcours, on parle du monde relationnel. Est-ce qu'à un moment donné, tu as dû assouplir parce que là, on parle de croyances, donc quand on parle aussi de la génération, des aspects générationnels, mais est-ce qu'il y a des croyances liées aux relations que tu as dû, d'une manière ou d'une autre, évacuer, assouplir, pour pouvoir vraiment te développer comme tu avais envie en tant qu'entrepreneur? Moi, je pense que le fait de toujours donner le 110% de soi-même, en fait, toujours faire le maximum, maximum, maximum. Aussi une question d'éducation, où finalement, on a, nous, un certain niveau d'excellence, et puis on se rend compte finalement que c'est pas forcément toujours ce que notre interlocuteur il a besoin. Oui. Donc des fois un petit peu juste prendre du recul, puis se dire mais finalement pourquoi se donner toujours à 110% chaque fois en fait. Il y a moyen de faire différemment et que tout le monde soit content, nous en premier parce qu'on a plus de temps après, on a fait les choses plus dans le côté zen en fait. Un côté un peu perfectionniste. Complètement. Voilà. Souvent, ça vient avec ça. Toi aussi ou Pas du tout. Mon collègue Gaël, dont j'ai fait ce fameux test de Wave dont je parle dans un autre épisode, le perfectionniste ressort vraiment aussi dans ce test. En fait, il y a plein de choses, mais effectivement, il va bien rigoler en pensant à ma note dans mon perfectionnisme. Mais c'est aussi pour ça que peut-être que c'est une croyance aussi, mais c'est peut-être aussi pour ça que les gens, ils aiment travailler avec moi, ou ils aiment travailler avec moi, c'est ce côté perfectionniste. C'est que, par exemple, je gère un dossier de A à Z, ils savent très bien que du moment qu'ils m'ont contacté, ça va jouer, on va toujours trouver une solution. Toujours. Puis moi, je mets aussi la pression par rapport à ça. Oui, comme tu dis, il y a une forme de qualité sur laquelle on ne doit pas lâcher non plus complètement. Mais c'est de nouveau, comme tu dis, l'équilibre jusqu'où moi je mets la barre du perfectionnisme qui est bien au-dessus de ce qui est vraiment attendu et toute l'énergie que je vais déployer pour y arriver, au risque aussi de perdre du temps, de perdre de l'argent. Alors parce qu'il y a aussi ça. Par exemple, dans mon métier, il y a des choses que je ne peux pas maîtriser. C'est clair que je ne veux pas mentir. Je veux dire, on fait beaucoup de cadeaux par année. Il peut arriver qu'il y a des soucis. Oui. Notamment le transport que moi, je ne maîtrise pas. Des choses qui peuvent être un petit peu dégradées par des partenaires. Mais je veux dire, l'erreur est humaine. Le facteur humain, il est là. Enfin, c'est des personnes qui... en situation de handicap qui font les coffrets, c'est des transporteurs qui vont livrer les coffrets. Donc forcément, il peut arriver en fait des erreurs. Mais moi, je prends... c'est un peu dans cette roue en fait, je ressens aussi ça, c'est que j'ose pas vraiment, je prends tout sur moi en fait. S'il y a une erreur de transporteur, c'est de ma faute en fait. Bon, je travaille dessus, Bien mais sûr. c'est vrai que se dire, en fait finalement, alors je suis pas responsable de la misère du monde, j'ai fait ce que je pouvais, je suis pas magicien, je vais faire en sorte pour essayer de rattraper les erreurs des autres, mais peut-être que je vais pas réussir en fait. Mais je vais faire le mieux que je peux. Mais voilà, moi, dès que quelque chose ne tourne pas rond, c'est le cas de le dire, voilà, je peux avoir mal au ventre, je peux être vraiment mal en fait, parce que pour moi, c'est vraiment pas de ma nature. Oui. Mais voilà, prendre du recul, puis se dire, mais en fait, tu as fait du mieux que tu peux, quoi. Oui, et de lâcher, en fait, de lâcher prise surtout. Exactement. C'est parfois difficile. Et puis on parlait de ce lien, cette art de connecter. J'ai pris du temps de connaître la personne en face de moi, donc elle va me croire et puis elle va me comprendre en fait. Donc elle va aussi me pardonner en disant « Hervé, je sais que tu as fait le maximum, c'est pas ta faute ». Et souvent c'est mon client qui va me rassurer en fait. Je vois bien. Donc ça c'est des super expériences en fait. Et puis je trouve que le lien est encore plus fort. Parce qu'après, elles me disent, voilà, on a vu que c'est pas ta faute, mais par contre, on a adoré comment tu as retourné la situation, réagi, mis des actions en place. Et on va retravailler avec toi pour la suite parce que c'est ça qu'on aime en fait. Et puis moi, c'est pas gagné. Enfin, c'est tout ce que j'aime en fait, parce que finalement, tout le monde est content à la fin, mais on a réussi à faire du mieux qu'on pouvait. Mais c'est vrai, comme tu dis, puis on voit ce monde relationnel qu'on crée autour de nous, parce que moi, je dis toujours, les gens qu'on rencontre et qu'on met dans notre environnement, c'est pas un hasard. Et finalement, d'une manière ou d'une autre, on a attiré ces gens autour de nous. Donc parfois, c'est génial. Donc on est vraiment dans un bel environnement, puis parfois, ça peut être un petit peu l'enfer. Et j'ai envie qu'on rentre un petit peu des fois dans ces
difficultés relationnelles pour voir de ton côté, est-ce que tu serais d'accord de partager peut-être un conflit, quelque chose de difficile que tu as rencontré dans ton milieu relationnel et comment tu as pu, d'une manière ou d'une autre, le dépasser ou quelles ont été tes ressources par rapport à un conflit ou quelque chose de marquant? Je pense que ça, c'est aussi avec l'expérience, cette fameuse intuition. Déjà, il faut s'écouter. Et j'ai pas eu beaucoup de conflits parce que j'aime pas ça et puis je fais en sorte de pas. Justement. mais les conflits que j'ai eus, c'est avec une intuition qui était négative en fait à la base, où j'ai accepté des mandats parce que je devais payer des factures pour les questions financières, etc. Mais ma petite voix intérieure me disait, Hervé, il faut pas le faire, ça va pas le faire, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde en fait. Okay. Et puis les seuls petits conflits que j'ai eus, c'était vraiment lié en fait à ça. C'était, on n'avait pas les mêmes valeurs en fait, on partageait pas les mêmes choses, sauf que j'ai pas voulu le voir en fait. Au départ. Donc je pense que c'est vraiment ça. C'est pour ça que j'attache beaucoup d'importance maintenant à écouter l'autre en fait au départ. Après au niveau des conflits, en tout cas dans mon job, des conflits liés à des projets, il y en a eu vraiment très très peu, mais je dirais plutôt des anecdotes parce que on parle toujours de prix quand on fait des coffrets, etc. Moi je dis toujours venez chez moi, mais vous n'aurez pas les produits les moins chers, ça c'est clair. Vous serez le prix juste, mais mon travail il a un prix, mon suivi il a un prix. Et puis souvent j'ai eu des personnes qui étaient étonnées en fait par rapport au prix des coffrets, au prix des cadeaux de la prestation en fait que j'allais proposer. Et puis en fait mon anecdote. Tu vois, comme j'aime bien me mettre à la place de l'autre, etc., j'ai essayé de comprendre pourquoi c'était trop cher, en fait, tu vois. Pourquoi pour vous c'est trop cher? Et ça m'est même arrivé, en fait, des fois, à dire à mes clients, mais écoutez, je comprends votre situation. En fait, j'arrivais à comprendre qu'il y avait d'autres problèmes chez eux, par exemple financiers, qu'ils n'avaient finalement pas d'argent, mais qu'ils voulaient quand même faire plaisir. Et ça m'est arrivé, en fait, à leur dire, écoutez, faites moins de cadeaux, ou alors faites des cadeaux en interne. Vous n'avez pas besoin de moi, vous allez acheter les produits, vous avez un apprenti, mettez l'apprenti dessus, faites-lui faire le travail, vous allez économiser de l'argent et tout le monde sera content. Et mon travail à moi ne sera pas dévalorisé. Et souvent, en fait, ce n'était pas des conflits, mais c'était plutôt en fait, des conseils en fait, que j'ai donnés pour que finalement, à la fin, il m'a remercié et puis il m'a dit mais c'est une très très bonne idée. Et puis il est revenu vers moi quelques années après, quand sa société avait grandi et puis quand finalement il avait les moyens de se payer un service externe. Oui, et puis c'est intéressant parce que tu as finalement recherché une solution win-win, de dire comment on peut sortir de cette impasse en sachant, alors je fais une petite parenthèse, que l'argent, c'est souvent, ça amène souvent des tensions dans la relation. Et comme tu dis, finalement, c'est trop cher, mais trop cher par rapport à quoi? Et qu'est-ce que ça vient résonner chez la personne qui considère que ton service est trop cher? Oui, exactement. Moi, j'ai la chance, en fait, de pouvoir moduler mes coffrets, mes cadeaux selon le budget du client. Donc moi, typiquement, je ne fais aucune offre si je n'ai pas le budget du client. D'accord. Je sais que dans certaines mentalités, c'est pas possible, mais moi, je ne travaille pas si j'ai pas un budget. Parce que ça sert à rien, en fait. Et puis moi, je sais ce que je vaux, je sais les produits que c'est de la qualité, le service derrière, donc je suis hyper à l'aise. Si le client me dit après, Hervé, est-ce qu'on peut en fait revoir parce que j'ai revu les budgets, etc., il n'y a pas de problème, on va modifier le contenu en fait. Oui, donc vraiment tu vas t'adapter et puis on sort de cette logique, on ne parle pas d'argent, on attend la fin pour peut-être enfin parler d'argent une fois qu'on a donné envie en fait. Tu renverses un petit peu cette logique qu'on entend beaucoup dans la vente, dans le prix ça vient au dernier. Alors moi, j'enseigne le marketing, j'enseigne du coup un petit peu des cours de vente, etc. C'est vrai que moi, le prix n'est même pas en fait un sujet en fait. Dès qu'on a en fait, dès que j'ai le prix en tête, moi je travaille là-dessus, puis c'est réglé. Après, bien évidemment, si les volumes augmentent par 3, par 4, j'en sais rien, c'est logique que je fasse un effort, mais il n'a même pas besoin de me le dire, le client, je vais le faire par moi-même. Mais c'est plus on parle parce que plus le budget de ça, en fait. est posé au départ. Exactement. C'est intéressant. Je me pose la question, tu vois, parce que c'est vrai que toi, tu vends des produits qui sont valorisés différemment que si on parle d'accompagnement. Parce que souvent, dans le milieu d'accompagnement, c'est super compliqué. Moi, tout de suite, ça va très vite me mettre en difficulté quand on va devoir parler prix. Mais je trouve intéressant, je me dis, pourquoi pas, en fait, renverser différemment et dire, c'est quoi votre budget pour cette démarche? Puis comme ça, tu gardes ta marge de manœuvre, tu te dis, non, en fait, moi, je ne peux pas travailler à ces conditions. Puis là, peut-être, ça rouvre un nouveau terrain de discussion où tu décides de t'adapter parce que c'est un mandat que tu as envie de faire et qui va t'amener autre chose. On gagne tous du temps, en fait, finalement. C'est rendre service à la personne,
Et puis, finalement, mettre l'argent aux bons endroits. Oui. C'est facile parce qu'on a tous des problèmes de budget. Enfin, on a tous les mêmes problèmes de cash flow, etc. Donc, c'est facile, en se mettant à la place de l'autre, de comprendre et puis proposer des alternatives, en fait. Oui, là, tu vois, j'ai été mise en difficulté, pas vraiment, mais par un ami qui je lui ai demandé de faire quelque chose pour moi qui est rémunéré. Et puis, il me dit toujours, ton prix, c'est toi qui me dis, donne ton prix. Et moi, ça me met énormément en difficulté parce que finalement, je lui ai donné un prix. Puis, il me répond pas tout de suite. Donc, je lui dis, oh là là, peut-être que je l'ai froissé, j'ai pas proposé suffisamment. Et puis, finalement, il me renvoie en me disant, ah non, mais on peut même aller plus bas que ce que tu as. Et là, je me suis dit, ah oui, donc, en fait, il m'en veut pas. Il n'a pas l'impression que ce que je lui ai proposé comme prix, c'était déraisonné ou bien au-dessous de ces valeurs que je connais très bien et je sais que si c'est pas moi, il facturerait autrement. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Moi, en tous les cas, c'est vraiment, c'est même pas vraiment un sujet en fait, parce que pour moi, c'est transparent, quoi. C'est posé. Oui. Ouais, j'aime beaucoup. En tout cas, j'apprends aussi, tu vois, ça me fait aussi bien réfléchir à moi, à qu'est-ce que je peux aussi ajuster à ce niveau-là, quoi. Exact. Qu'est-ce que tu fais justement pour te faire du bien? Parce que tu dis il y a une question d'hygiène alimentaire, faire du sport. Est-ce que tu as des ressources, des livres, des podcasts que tu écoutes, que tu pourrais partager avec les personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors moi, je suis un amoureux de la nature. Moi, je suis l'hiver en montagne, l'été en montagne. J'adore la montagne. Ça me ressource énormément. C'est là que j'ai les idées qui viennent. C'est là qu'il y a tout qui arrive. C'est là que je me remets en question. J'ai l'impression que chaque fois que je fais un pas, en fait, il y a quelque chose qui se libère. Je ne sais pas comment expliquer. C'est comme un... Voilà, régénérant. Exactement, c'est régénérant. Oui. Donc moi, je suis un amoureux de la nature, été comme hiver. Ça, c'est important pour moi. Je n'ai besoin de cet équilibre-là. Puis après, au quotidien, c'est une hygiène de vie. Voilà, moi, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire il y a 3 ans parce que je ne me sentais pas très bien en moi et tout, etc. Puis je me suis rendu compte, en fait, qu'avec la nourriture, en fait, on peut vraiment se sentir 1000 fois mieux. Enfin, pour la petite histoire, moi, j'ai arrêté le sucre, en fait, pendant 3 mois. Une énergie qui était décuplée. Et puis, en fait, une fois qu'on a compris ça, on se dit, mais pourquoi revenir, en fait, à faire différemment? Donc, en fait, beaucoup d'énergie, donc faire beaucoup de sport parce qu'on a l'énergie. Du coup, on est bien fatigué après parce qu'on a fait cette énergie. Puis c'est cette fameuse roue, ce cycle, en fait. Oui. Donc moi, c'est beaucoup en fait ça. Puis après, moi, je fais beaucoup de voitures pour aller voir mes clients par année. Donc moi, je suis tout le temps en voiture. Donc j'écoute pas mal de podcasts. Je fais beaucoup de vocaux. Je suis tout le temps en fait dans ma voiture. Puis moi, je réfléchis aussi beaucoup dans ma voiture. Donc je suis pas un grand lecteur, toute honnêteté, mais j'aime bien les bouquins, par exemple sur les biographies, par exemple. D'accord, oui. J'étais employé pendant de longues années, et puis quand j'ai décidé de mettre à mon compte, moi je suis jurassien à la base, et puis il y a tout le côté horlogerie qui me passionne aussi pas mal. Et puis en fait, l'élément déclencheur qui a fait que je me mette à mon compte, un des éléments déclencheurs, c'était, j'ai lu le bouquin en fait de Nicolas Hayek en fait. Et toute son histoire, le success story de la Swatch, il y a tout ce côté aussi marketing derrière et tout, c'est des bouquins qui sont super inspirants parce que moi je lisais ça, je mettais au stabilo les phrases qui m'intéressaient et tout. Donc moi je suis beaucoup inspiré par les histoires en fait, un peu de success story. D'accord, ouais. Et globalement. Donc, Nicolas Hayek, en tout cas, il t'a bien inspiré. Ouais. Moi, j'étais aussi assez fan, tout dans le monde horloger. Moi, comme beaucoup, j'ai été assez fan. Je suis toujours assez fan de Biver, en fait, Jean-Claude Biver. Pour la petite histoire, quand j'ai créé en fait mon premier coffret de vin, qui était hyper design et tout, quand je l'ai créé, parce que moi, je suis quelqu'un de très créatif, et je me suis dit, ça, Hublot, ils veulent l'acheter, ce coffret. Je ne pouvais pas imaginer qu'ils ne l'achètent pas, en fait, mais personne ne me connaissait, c'était en 2011. Et puis, j'ai fait ce coffret, je lui ai créé un email, parce qu'on trouvait son email assez facilement, en fait, sur Internet. Il m'a tout de suite répondu et il m'a dit, en fait, je lui ai demandé des conseils. Je voulais lui vendre mon produit. Mais voilà, tu sais, tu n'as pas d'expérience, tu arrives, je voulais acheter mon produit, je suis jeune, dynamique, etc. Puis, il m'a répondu un super message qui m'a dit, écoute, Hervé, vous êtes gentil, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Mais très, très poli, en fait. Je trouvais super. Mais bon, moi, j'étais là, non, c'est pas possible. Quoi. Je vais pas rester là. Non. Puis après, il m'a dit dans le mail, dites-moi en 5 lignes de texte comment je peux vous aider.
C'est compliqué, Wow. hein. Ouais, C'est compliqué. pas facile. Puis, c'est pas facile. Puis, je pense que c'est un bon exercice qu'on pourrait faire chacun, en fait, finalement. Et j'ai écrit mes 5 lignes. Et puis, voilà, j'étais pas fier de moi. Enfin, je la reste, ça veut pas aller. Voilà, la fameuse intuition. Hein. Et j'ai envoyé mes 5 lignes. Puis, il m'a répondu, Hervé, bah, je peux rien faire pour vous, mais bonne continuation. Et j'ai pas voulu, en fait, en rester là. Et en fait, je lui ai envoyé un coffret à son adresse. Puis, je lui ai marqué une impression visuelle vaut parfois mieux que 5 lignes de texte. Puis 2 jours après, son assistante m'appelait et puis j'ai fait des coffrets en fait de hublots pour plusieurs années. C'est intéressant parce que tu vois que tu n'as pas lâché le morceau. Ce qui vient aussi résonner sur ces 5 lignes, en quoi je peux vous aider, ça vient aussi résonner le j'ose pas demander. Et puis c'est difficile de pondre ces 5 lignes. Moi, si je devais pondre 5 lignes à quelqu'un qui me dit comment je peux vous aider, je serais dans les mêmes difficultés, je pense. Mais je pense qu'il avait besoin de ressentir la passion, en fait, l'envie de la personne. Oui. Moi, j'ai pas réussi à faire ça parce que, voilà, c'était pas le bon moment, mais je me dis, faut que j'arrive à trouver. Et ça, c'est des personnes qui m'inspirent. Pourquoi ? Parce que je trouve que, elles ont réussi quand même. Tu vois, à l'époque, il avait peut-être 60 ans et tout, puis en fait, il a donné la chance à un jeune qu'il connaissait pas pour faire ses cadeaux clients, quoi. Oui. Et moi, je trouve ça beau parce que c'est un bel exemple qu'il peut donner. Et moi, j'ai envie de faire la même chose, tu vois, de transmettre, en fait, de dire, bah voilà, il y a des jeunes qui arrivent, on peut les aider. Et je pense que c'est ça aussi, tu vois, de devoir donner des conseils tout le temps. C'est dans un souci vraiment de dépasser, en fait. Tu vois, moi avec cet exercice-là, ça m'a ouvert beaucoup de choses. Je me dis, je peux tout faire, en fait. Oui. Puis c'est un bel exemple, et puis ça, je pense que ces personnes inspirantes-là, je trouve ça chouette, qui sont restées humbles et puis qui donnent la chance aux jeunes. Voilà. Ouais, c'est génial de pouvoir avoir ces gens-là dans notre parcours. Des mentors, des gens qui vous aident, qui donnent des coups de main, quoi. C'est très, très important. Puis aujourd'hui, donc Hervé Badon, si on te cherche, où est-ce qu'on te trouve ? Où est-ce que tu es présent ? Tu es présent sur les réseaux ? Comment on peut te contacter si on a envie d'avoir un échange avec toi, parce que tu aimes bien transmettre ? Absolument, absolument. Le plus simple, c'est LinkedIn quand même. J'utilise beaucoup LinkedIn parce que c'est un réseau, je pense qu'on était parmi les tout premiers à être sur LinkedIn à l'époque. Oui. J'utilise beaucoup parce que il y a beaucoup de personnes qui sont dessus en fait. Donc moi, j'aime beaucoup garder en fait le contact avec des personnes que j'ai pas vues depuis longtemps. Puis souvent, c'est un réseau qui est mis à jour assez régulièrement de des personnes que je côtoie. Donc sur LinkedIn, ça c'est clair et net. D'accord. Et puis après, moi, je suis toujours disponible pour aller boire un café, pour discuter, téléphone, Zoom, etc. Mais voilà, le face à face, quoi, c'est important pour moi. Excellent. On arrive au terme de notre échange. S'il y a une personne que tu aurais envie d'entendre sur mes ondes, donc sur l'art de connecter, ce serait qui ? J'aimerais bien, en fait, écouter, je ne sais pas si tu connais, c'est un ex-confrère, c'est Jean-Christophe Calmès. Non, alors Ancien avocat, et c'est le fondateur de Swiss Billing et de la Caisse juridique suisse. Et c'est une personne que j'ai côtoyée il y a très longtemps, en fait, chez Swiss Wine Selection. On a tout de suite matché, et c'est une personne qui est un peu plus âgée que moi, il doit avoir une dizaine d'années de plus. D'accord. Et en fait, on partage beaucoup de choses. C'est une sorte de mentor, en fait. On ne se voit vraiment pas souvent, mais il a ce recul nécessaire, il donne des super conseils et il est très bienveillant. D'accord. Et ouais, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, qui me donne souvent des conseils très, très pertinents. Puis je pense que ce serait intéressant, ancien avocat, d'être passé entrepreneur. Bien sûr. Maintenant, il a vendu sa société aussi, donc il a une étape après. Oui. Et il a vraiment, je pense, beaucoup de choses à transmettre, et puis il est hyper bienveillant. Ah bah, ça tombe bien parce que comme on en a discuté, moi j'ai été dans cette transmission qui se fait ou qui ne se fait pas, donc je garde volontiers en tout cas je prends volontiers le contact et je serais ravie de t'accueillir aussi. Avec plaisir, avec plaisir. Et en tout cas je te dis un énorme merci, j'ai adoré notre échange. Merci à toi Sandrine, merci pour la confiance. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Et comme toujours, je vous encourage à me laisser des témoignages, me poser des questions, soit sur ma boîte vocale, dont vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode, ou par email sur mon adresse sandrine@l'artdeconnecter.com. Et bien évidemment, je serais ravie, si mon concept vous plaît, que vous puissiez me soutenir en parlant autour de vous de l'art de connecter, en me mettant des avis et des petites étoiles, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à partager ce qui vous a plu sur les réseaux sociaux pour permettre à un maximum de personnes de découvrir l'art de connecter. Et enfin,
prenez le temps de parcourir mon site internet l'artdeconnecter.com où vous allez pouvoir découvrir mes différents services en lien avec l'outillage de la communication, la connexion et les compétences relationnelles. Je vous dis à très bientôt. Pour moi, l'art de connecter les gens, c'est de connaître les forces et les faiblesses de chacune des personnes de son réseau, amis, collègues, famille, et de savoir qui serait leur meilleur complément pour un projet, un problème, une envie. Il faut oser dire ce qu'on pense. L'art de se connecter, c'est rapprocher les civilisations. Connaître pour mieux unir.